Studek Web, 100% nouveau talent. Bonjour, et parce qu'on ne s'arrête jamais pour vous sur Studek Web, on vous invite à vous connecter sur le live vidéo studioécoledefrance.com. Vous allez voir, il y a une très belle femme qui, contrairement à moi, a les cheveux frisés mais disciplinés et doux au toucher. Elle en impose dans cette salle mais aussi dans la vie. Blogueuse, chroniqueuse, journaliste, presse, radio, écrivain, prof, en fait c'est une sorte de couteau suisse. Elle met à l'amende les plus grands du PAF dans son livre pour quelques minutes de célébrité. Et rien que pour mon côté girl power, notre invité du jour pourrait être résumé par une chanson. On fait du bruit pour Anaïs Makiné-Denecker. Bonjour Anaïs. Bonjour Elodie, bonjour l'équipe, allez-vous? Merci de me recevoir, je suis très touchée d'être là. Vous allez bien? Très. Bon, Je ne sais super. pas si j'irai toujours très bien dans quelques minutes, parce que vous allez me blind tester, c'est ça? On va faire un blind test, mais rien de très méchant, vous en faites pas. On invente du vocabulaire aussi aujourd'hui, vous allez voir. C'est pour le Waouh. prochain livre en fait. On va vous Très bien. apprendre. Alors prends des avec notes. vous Anaïs, on va vivre un peu un condensé des anges, mais version culture. Parce qu'on est quand même dans Je dis ça, je dis rien. Donc après avoir arpenté Internet de long en large, j'ai pu voir que madame est quand même une globe trotteuse. Vous êtes allée partout. Alors on va revenir à la base, au point zéro. Votre enfance, vous êtes née à la clinique Jeanne d'Arc à Rouen, capitale normande. Vous y avez grandi en partie. Votre enfance, en fait, c'était plutôt doux et sucré comme une pomme ou alors c'était plein de surprises comme la spécialité de Rouen, le sang clocher. C'était plutôt plein de surprises. C'est vrai. Je suis déjà issue d'une famille assez tuyau de poil. J'ai une maman qui vient plutôt de la bourgeoisie du nord de la France et un papa tunisien plutôt vraiment roots. Donc déjà le mélange était assez explosif et rien que par le mélange des cultures, tout ce que je représentais, j'ouvrais une boîte à surprises tous les jours. Donc un condensé, un mélange des deux. Ouais. Donc les médias pour vous, c'est un petit peu comme Obélix. En fait, vous êtes tombé dedans quand vous étiez petite. Alors c'est une passion ou c'est venu sur le tard plutôt? Au départ, je rêvais d'être comédienne, petite fille, hein, voilà. Puis très vite, je me suis rendu compte que j'avais pas du tout de talent et que ça risquait pas de fonctionner. Et je me suis assez vite intéressée à ce qui se passait derrière la caméra. Et j'ai eu la chance très jeune de faire de la radio, comme vous. Sur France Bleu, il me semble. Oui, sur Radio France Fréquence Nord. Le mercredi après-midi, voilà, à force de squatter dans un studio, on avait fini par m'offrir une rubrique. Et puis ensuite, quand j'ai débarqué à Paris, j'ai continué donc mes projets radio. D'accord. Et puis lentement, je suis arrivée à la télé. D'accord. Alors justement, vous avez fait 2 ans de radio de 1989 à 1991. Donc ce rôle de chroniqueuse, en fait, il consistait en quoi? Votre rubrique, c'était quoi exactement? Alors, quand je suis arrivée à Paris et que j'ai travaillé pour Feu Radio Tour Eiffel 95.2, qui était aujourd'hui une radio de la mairie de Paris, enfin qui était à l'époque une radio de la mairie de Paris, je présentais une émission qui s'appelait Talent Capital et dans laquelle je recevais des jeunes talents dans tous les domaines. D'accord. Et ces jeunes talents d'hier sont devenus les Cassel d'aujourd'hui, Kassovitz, toute cette bande-là. Donc c'est j'avais pas tout de n'importe même qui. pas mal de pif, finalement. Quand même, ça pèse, ça pèse. Et justement, quand on commence dans une radio comme ça, comme France Bleu, donc groupe national, il faut bien le dire, en tant que junior, il y a forcément des petites anecdotes à sortir, non? Moi, j'étais vraiment l'invitée du mercredi. Je m'étais vraiment introduite dans cette petite maison-là. Alors que quand je me suis retrouvée à Paris, oui, bien sûr. Par exemple, si on parle de Vincent Cassel et Mathieu Kassovitz, qui sont après devenus des copains, je les ai reçus dans mon émission à l'époque où ils venaient de sortir La Haine. La haine, ouais. Et où ils préparaient la haine plutôt. Ils préparaient la haine. Et ensuite, en fait, de fil en aiguille, on s'est revus après la radio parce qu'on s'est liés d'amitié. Et pour la petite anecdote, à l'époque, je quittais mon fiancé. Ils m'ont aidé à déménager, donc c'est plutôt sympa. Ça va, là, les quand déménageurs Ils sont venus porter mes cartons. Ben là, Et, ça sent les paillettes, le tapis rouge. Alors justement, on va parler de ces paillettes-là parce que donc même si vous venez de Rouen et que donc le cidre vous aimez ça, on sent que Anaïs, elle a un petit peu envie de fine bulle, elle a envie de champagne. Et donc pendant que votre famille s'éparpille entre Trouville et Le Havre, vous quittez tout pour la Californie. Alors moi, j'ai besoin de savoir pourquoi être partie aux États-Unis. Mais c'est marrant, ça a commencé, en fait, c'est venu à la radio. À l'époque, il y avait un chanteur, je me souviens même plus de son nom, un mec qui cartonnait, un Anglais, et ici il s'appelait Omar. Voilà, c'était un chanteur d'R&B, donc au tout début des années 90. Et je l'ai reçu dans mon émission et j'ai été obligée de demander à un mec de l'info qui parlait parfaitement anglais de l'interviewer à ma place parce que je parlais pas un mot et ça m'a super vexée.
Et donc, je me suis dit, il faut absolument que je parle anglais. Donc, je suis partie pendant mes vacances apprendre l'anglais en Californie. Je me suis dit, comme ça va me faire vacances et études. Pas mal. Donc, juste 15 jours, voilà. Puis évidemment, en 15 jours, je parlais anglais comme une vache espagnole. Donc, du coup, en rentrant, il a bien fallu que je fasse un choix. Et j'avais tellement aimé la vie californienne que je me suis dit, écoute, largue la radio, reprends des études de journalisme, de vrai, parce que j'étais considérée aussi comme une animatrice, une gentille animatrice et pas une journaliste. Je n'avais pas fait d'études de journalisme, j'avais un petit peu roulé ma bosse sans aller très loin dans les études. Et donc, j'ai tout lâché pour reprendre des études aux États-Unis et obtenir un vrai diplôme de communication de mass média pour ensuite redémarrer ma carrière de journaliste et reprendre les choses avec un peu plus de sérieux. Voilà, je voulais toujours brûler les étapes. Donc, c'est vrai que je me suis très vite retrouvée à l'antenne sans être finalement formée. D'accord. Parce que j'allais justement rebondir sur ça, sur le fait que vous étiez parti à l'université de Santa Barbara, donc un diplôme mass média, comme vous le disiez justement, l'équivalent d'un DUT Infocom, si je ne me trompe pas, en France. Oui, c'est ça. Mais quand on a une place justement dans le milieu de la radio, est-ce que c'est pas risqué de tout lâcher pour repartir faire des études à l'étranger et tout lâcher alors que c'est pas forcément pleinement journalistique? Mais à l'époque, si vous voulez, moi j'étais un pouce-disque, c'est-à-dire que c'est moi qui envoyais les musiques. Je gérais un petit peu tout et j'avais vraiment, encore une fois, tout appris sur le tas. Donc j'estimais que mes compétences étaient finalement assez limitées. Et souvent, c'est marrant, à l'époque, je travaillais dans cette radio-là, il y avait un type qui ensuite a repris sans aucun doute. Je me souviens plus de son nom, voilà, c'est malin. Bon, comme ça c'est super, tout le monde est content. Et ce journaliste-là me prenait toujours de haut en me disant, ça m'énerve de ne pas me souvenir de son nom, ça aurait été drôle, en me disant, mais toi, t'es qu'un pouce-disque en fait, tu fais pas de journalisme. C'est lui qui l'a dit. Ouais. Et tellement animateur, c'est pas, c'est pas très reluisant. D'accord. Et donc, par souci de contradiction, je me suis dit, c'est pas grave, je vais devenir journaliste, mais une vraie journaliste. Autant relever le niveau. Je vais partir sur son terrain. D'accord. Et alors justement, donc là, on a plutôt parlé de l'enfance. Ensuite, vous allez passer en presse écrite, puisque vous allez être rédactrice en chef pour Jeune et Jolie. Vous allez participer à Star Chef Club. du service beauté. Du chef beauté. Excusez-moi. C'est vrai que je m'en mêle. En même temps, vous avez fait tellement de choses, Anaïs, au bout d'un moment, c'est difficile. Et donc, ensuite, on va parler des années 2000. Donc, pour certains, c'est le bug informatique. Pour d'autres, c'est la fin du monde. Mais alors, vous, c'est un saut complet. Et vous allez rentrer dans la piscine, la mer, je ne sais même pas comment dire, l'océan de la télé. Et vous allez y rester pendant 17 ans. Ouais. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Et ce que je vous propose, c'est que plus tard dans l'émission, on teste justement ce passage de votre vie. On va tester toutes vos connaissances sur la télé. Donc là, je vais vous laisser tranquillement vous préparer. Et nous, on va partir en musique avec Mylène Farmer et Sting. C'est leur dernier titre. Il s'agit de Stolen Car sur Studek Web. Mylène Farmer et Sting sur Studek Web. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, je dis ça, je dis rien, à l'honneur d'accueillir Anis Makinecker. Je vais jamais y arriver. Mais c'est un nom compliqué. Mais non, on va y arriver. Donc Anaïs, vous êtes avec nous aujourd'hui parce qu'on va parler de votre livre pour quelques minutes de célébrité. Mais avant, vu que vous êtes aussi une dame de télé, je vous propose qu'on aille dans la boîte à images. Sur Studek Web. Alors bonjour Anaïs. Bonjour. Charlotte. Donc j'ai vu aussi votre biographie et comme Elodie l'a dit, vous avez étudié donc en Californie. Oui. Et moi j'ai vu surtout Santa Barbara. Et à ce moment-là je me suis dit Santa Barbara, mais vous voulez dire Ça fait pas ça. Santa Barbara, qui me dira. C'est ça. Ça vous parle? Ouais. La vraie ville de Santa Barbara, à 140 km de Los Angeles. Que j'ai étudié. Et la série, moi c'est la série, à chaque fois, la série hyper kitsch. Et donc du coup je me suis replongée dans toutes ces séries mythiques californiennes. Et mieux que Santa Barbara, donc une série investigation à Las Vegas. Et ce n'est pas parce qu'ils sont beaux, riches et qu'ils mettent du litre de Pento dans les cheveux que leur vie va mieux, non? Oui, c'est ça François, c'est Los Angeles. Et donc depuis 1987, ça amour, gloire et beauté, c'est vieux quand même. C'est un truc de malade. On peut donc suivre les aventures de la famille Logan et des Forrester, donc qui se déchirent. Alors un enfer de scénario où ça couche dans tous les sens, des amants donc qui sortent de tous les placards et des tirades concept style. Mais alors, Josh est ton fils? Diana aurait dû t'en parler, non? Voilà, que des trucs comme ça. Et non, Troy, je suis bien vivant et je compte bien récupérer mon héritage. Voilà, que donc des tirades concept. Bon, enfin, heureusement, il y a quand même des gens qui mettent un peu d'ordre en Californie.
Hutch. On a le droit de chanter. Les nouveaux chevaliers. Vous la connaissez? Ah bah. Ah oui. Donc ça c'était en 1975, Starsky et Hutch alias la patrouille Zebra 3. Donc eux ils réinventent en fait les flics US. L'uniforme là c'est plutôt le jean moule bonbon. La voiture de fonction, c'est la voiture de fonction qui claque. C'est une Ford Grand Torino zébrée rouge. C'est quand même vachement pratique quand on fait de la planque, hein, voilà. L'indique aussi sapé que Patrick Hernandez dans ses années disco. Guy. Voilà. Guy les bons tuyaux. Guy les bons tuyaux. Et l'anecdote, je sais pas si vous la connaissez, donc c'est que les doublures françaises de Starsky et Hutch, c'est Jacques, pardon, je commence tout par l'américaine. Toujours à l'américaine, en là, fait, t'es trop dans le truc, voilà, Charlotte. Ouais, j'ai pris le coup. Reviens en Donc France. Jacques Balutin et Francis Lax. C'est Jacques Balutin. Ouais. Moins sexy tout de suite. Ouais, hein. Jacques Balutin et Francis Lax. Et en fait, ils ont modifié, ils ont rajouté quelques répliques, et ce qui fait qu'en fait que la série est devenue drôle. Avant ça, c'était pas forcément drôle. Et donc on parlait de C'est la French Huggy. Touch. C'est ça. Ouais. On adore. Ça vient. On parlait de Guy les bons tuyaux et donc justement en fait c'est là en fait que viennent les premiers comédiens afro-américains dans les séries US. Ça commence donc il y a Arnold et Willie en 78, l'agence Tourisque donc en 83 avec Mr. T, je sais pas si vous vous souvenez, Oui, bien gros sûr. monsieur avec les chaînes. C'est chaîne, oui. Voilà, le Cosby Show, le fameux, on en a parlé dernièrement mais bon pas pour les bonnes raisons. Et bien plus tard. Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down, and I'd like to take a minute, just sit right there. I'll Et tell you ça, how I c'est became the prince of a Prince de town. Bel Air. Smith. Allez, Will Smith. donc c'est Will, alias Will Smith, donc qui part vivre chez son oncle dans la banlieue chic de Los Angeles, à Bel Air. Et si le générique a bien marché, ça a autant marché en fait qu'une chanson. Et ben c'est peut-être parce que le producteur de la série n'est autre que Quincy Jones. Je sais pas si vous savez. Ah oui, mais non, quand Bien même. sûr. c'est un truc de dingue. Et alors, donc je ne savais Non, pas. je savais non pas. plus. Mais je sais qui est Quincy Jones. C'est dingue. Et un peu comme Hitchcock, donc en fait, il arrivait en fait par moment dans certaines, donc par touche, dans certains épisodes de la série, et j'avais jamais remarqué, je sais pas vous, il est dans le générique donc de la série. C'est lui qui fait le chauffeur de taxi pour Will Smith quand il l'emmène à Bel Air. Intéressant. Quincy Jones, rien que ça quoi. C'est comme ça qu'on bosse en fait. Est-ce que là vous vous revoyez en Californie Mais c'est surtout que vous êtes tout jeune et vous me faites replonger dans ma jeunesse. Et je trouve ça extraordinaire. Merci ça. adapté. C'est la magie de je dis ça, je dis rien. Et alors justement, nous, là, on va revenir vers la jeunesse, j'ai envie de dire. On n'a pas pu y échapper. Elle est partout, dans la presse, à la radio, à la télé. Je parle bien sûr de Louane. Elle est sur Studek Web avec nos secrets. Question pour... On a un petit peu repris, mais. Ah ouais. Très beau. Je suis. Alors, donc Anaïs, on va aujourd'hui voir si vous êtes un collab sur les émissions de télévision pour Ouais. lesquelles vous avez travaillé. Et donc, on va lancer des génériques. À vous de voir si vous les reconnaissez. Et on va voir ce que vous avez à en dire tout simplement. Donc, on va commencer par un tout premier, c'est celui-ci. Vous l'avez? Ouais. Zone interdite. Ouais, puis on on l'entend l'entend au fond, donc. Alors, puis j'ai travaillé pour Zone interdite. Vous avez été journaliste pour Zone Interdite, Ouais. c'est ça? Donc là, c'était du journalisme d'investigation. D'investigation. Et est-ce que pour les reportages, les témoins, est-ce que vous les castiez? Oui. Ouais, Ouais, toujours. C'est d'ailleurs ce qui a été la plus grosse surprise de ma carrière. C'est-à-dire que comme j'ai commencé dans des émissions testimoniales, je me type, en effet, confessions intimes. Enfin, j'ai travaillé pour Bataille et Fontaine au Oui, bien démarrage sûr, pour Il n'y qui a ont pas leur boîte de photo. prod. Donc on est vraiment dans des émissions où on sait que les témoins sont la valeur sûre de l'émission. Donc c'était pas étonnant de devoir les caster. En revanche, quand je me suis retrouvée à faire de l'investigation, il m'a paru quand même très étrange de devoir répondre à un cahier des charges précis sur le profil des gens que j'avais à interviewer. Donc quand on est en prime, oui, on vous demande plutôt des jolies filles. Si on vous envoie, par exemple, je vous prends un exemple concret, on vous envoie faire les nuits de Saint-Tropez, c'est un vieux marronnier de l'émission chaque année, on va vous demander de la blonde siliconée, Comme des on petites retrouve bagarres. tous les soirs, à des heures tardifs sur des émissions de la TNT par exemple, ou même sur les grandes Exactement. chaînes. Voilà. Donc une deuxième émission, celle-ci vous la connaissez bien sûr parce que vous avez travaillé là-bas, c'est celle-ci. Un peu moins évident. C'est un peu la guerre. Hein. Alors, je vais vous donner la présentatrice, Mireille Dumas, Oui, ça vous parle? vie privée, vie publique. Exactement. Donc l'émission était donc présentée par Mireille Dumas. Ouais.
qui fonctionnait sous forme d'interview. Ouais. Et donc il y avait un échange avec un invité qui venait donc justement parler de sa vie privée et de sa vie publique. Elle s'est arrêtée en 2011. Est-ce que vous savez pourquoi? Peut-être manque d'audience, justement parce que peut-être que les gens... Je ne sais pas pourquoi elle s'est arrêtée. Ce qui est sûr, c'est que c'est assez difficile quand même à la télévision de prendre de l'âge. Et en général, on vous envoie gentiment vers la sortie en vous mettant en deuxième partie de soirée. Et puis, oui, j'ai vu ensuite, qu'il y avait donc, différentes... Dumas, et je pense que si elle disparaît plus ou moins de l'antenne et qu'elle ne fait que de l'événementiel aujourd'hui, c'est beaucoup une question d'âge. Parce que là, on parle justement de reformater. Je sais que vie privée, vie publique est passée de hebdomadaire à mensuel, etc. Donc c'est vraiment un moyen de pousser vers la sortie. Oui, de pousser vers la sortie. D'accord. Ouais, Okay. Une troisième émission, voilà, son générique. Oh, bah, tu me fais pas mal au cœur. J'ai besoin de toi. Confessions intimes. Exactement. Alors toujours au niveau de la rédaction, Ouais. est-ce que l'émission, alors on suppose que oui, mais là aussi elle est arrangée, mais est-ce qu'on pousse les gens qui témoignent à vraiment exagérer leurs propos, à exagérer leur situation ou pas? Alors sincèrement, non. D'accord. La réalité, pour moi, c'est surtout la force du casting qui fait la différence. C'est-à-dire qu'un journaliste va faire 4 sujets par an maximum, tellement ces personnages hauts en couleur sont difficiles à trouver. On ne les trouve pas sous le sabot d'un cheval. Donc, on va surtout prendre des extravagants. Donc Voilà. ça veut dire que Donc, on n'a pas les lorsqu'on regarde Confession intime et qu'on se dit c'est pas possible, c'est Ce sont bidonné, des acteurs. ce sont de vraies personnes qui Ouais. ont de vrais témoignages. Oui, en revanche, on les met en situation que leur caractère particulier, leur côté extravagant explose. D'accord, Voilà. ok. Un 5e extrait, M6 cette fois-ci. Alors vous avez travaillé, M6. voilà exactement, vous avez travaillé avec Mag Lesguy. Ouais. Moi j'avais une question à vous poser Ouais. parce que j'adore Mag Lesguy. Est-ce qu'il est aussi sympa dans le travail que à la télé tout simplement? Ouais, il est très sympa. Voilà, c'est quelqu'un de très chaleureux, très accessible. Après, on a travaillé très très longtemps ensemble, donc aujourd'hui on ne s'est pas quitté forcément que bons amis, parce qu'il a aussi des côtés assez compliqués à gérer. Hein. C'est un animateur connu. Alors justement, je suis obligée de rebondir dessus puisque votre actualité, c'est quand même votre livre pour quelques minutes de célébrité. Est-ce que Monsieur Mac se cacherait parmi les personnages de votre livre? Alors en fait, je me suis inspirée de la plupart des gens avec lesquels j'ai travaillé. Donc certains personnages ont des traits de caractère forcément de Mac Lesguy, de Julien Courbet, voilà. Mais aucun des personnages n'est réellement l'un de ces animateurs. C'est vraiment un gros mélange. C'est toujours Et un pour le mix. coup, Mac Lesguy, je lui ai piqué quelques tout petits traits de caractère. D'accord. Voilà. Alors une autre émission, cette fois-ci une émission très connue, comme beaucoup de celles que je viens de vous présenter. Sans aucun doute. Exactement. Donc vous avez fait comment dire la... Je suis J'étais perdu journaliste, dans ce que sans j'ai aucun dit. doute. Voilà. Non, excusez-moi, Ouais, je me suis je vous perdu en dans ma prie. feuille. Voilà, je voulais demander quel était vraiment votre rôle dans cette émission. Alors j'étais cette fois-ci. journaliste, donc Toujours en dans, fait, dans ouais. l'investigation. Oui, exactement. Partir en C'est-à-dire qu'on reportage. on partait sur des cas désespérés de gens qui avaient besoin d'aide, soit pour récupérer de l'argent, soit pour obtenir gain de cause D'accord. quand Ok. la loi ne les avait pas aidés. Et moi, mon rôle, c'était de les accompagner, de les défendre, de prendre contact avec les anciens employeurs, les arnaqueurs. Et dans cette émission, Voilà. vous alliez chercher les personnes ou les personnes venaient à vous? On avait beaucoup de courriers, donc D'accord. là pour le coup, on les trouvait beaucoup par les retours d'appel à témoins. D'accord, ok. Ouais. Donc un fonctionnement quand même différent des autres émissions. Voilà, que il y vous avait avez pu faire avant. il y avait moins la notion de casting. Là, franchement, D'accord. c'était les histoires. On cherchait des histoires fortes surtout. Ok, très bien. Une autre émission qui est apparue sur TF1, qui a ensuite disparu pour revenir sur le devant de la scène. Star Academy. Exactement. Alors vous avez fait voix off pour Star Ouais. Academy, je me trompe pas. J'ai été la voix off. Ouais. Alors, ce qui ajoute encore une ligne sur votre panel de métiers, comment est-ce qu'on fait pour gérer tout ça à la fois? Journaliste, rédac chef, responsable développement d'une entreprise de production, chroniqueuse, voix off. Eh ben, on dort pas. On dort En fait, pas. moi, Voilà. je m'ennuie très facilement. Donc, c'est vrai que j'ai de multiples casquettes. Comment je suis devenue voix off? Tout simplement parce que travaillant pour TF1, j'ai commencé à faire les voix off de Confessions intimes, D'accord. de Sans aucun doute. Et petit à petit, on est venu me chercher pour faire d'autres voix sur l'antenne. Alors, ce qui était sympa, c'était d'apprendre à moduler en fonction de l'émission. Et sur Starac, c'était beaucoup plus junior. C'était
Marina vient de louper ses évaluations. Va-t-elle pouvoir se rattraper? Vous le saurez ce soir en regardant la Star Academy. Et justement, on parle de voix off, mais vous avez fait aussi voix off pour une autre émission. C'est celle-ci, pardon. Belle toute nue. Belle toute nue, exactement. Qu'est-ce que vous avez préféré faire? Donc des émissions légères où on retrouve des témoins sur des sujets, on va dire, sublimés par la production, ou bien des magazines d'enquête? En tant que journaliste, vous voulez dire? Oui. Je suis plus en accord avec moi-même, et je vais en surprendre plus d'un, en faisant des émissions testimoniales. Par exemple, d'avoir travaillé pour Confessions Intimes, ça a été une super école. Parce que quand vous devez faire un 26 minutes autour d'un couple qui s'engueule pour un poster ou pour une télécommande qui ne fonctionne pas, il faut vraiment avoir beaucoup de créativité. Donc c'est une vraie école de la réalisation. Après, les journalistes de Confessions Intimes aussi ont un rapport très privilégié avec les gens qu'ils interviewent. C'est la même chose pour Karine Grandval, la psy de Confessions Intimes, qui est une de mes très bonnes amies, et qui garde un contact prolongé avec les gens que l'on filme. C'est-à-dire qu'on est hyper honnête, en fait. Voilà, c'est une démarche hyper honnête, ce type d'émission. Okay. Quand vous faites un zone et qu'on vous demande la même chose, c'est quand même beaucoup plus contestable. Bon, je vous remercie pour toutes ces réponses. Merci Anaïs. On va continuer, ne vous inquiétez pas, je dis ça, je dis rien. C'est jusqu'à 15h sur Studec Web. Surtout, vous restez avec nous. Vous aussi, connectez-vous sur le live studioécoledefrance.com. Je dis ça, je dis rien sur Studec Web. Vous êtes toujours dans Je dis ça, je dis rien, l'émission Culture avec Charlotte, François, Paul et notre invité spécial Anaïs Makiné-Denecker. Tout va bien pour vous? Très bien. Toujours. Très bien reçu, je vous remercie. C'est génial. Et pour ceux qui souhaitent poser des visages sur les voix, je vous invite à nous suivre sur le live sur studioécoledefrance.com. Excusez-moi, et onglet radio, sans oublier que vous pouvez nous retrouver sur Facebook avec la page Studec Web. Et alors justement, si vous venez de nous rejoindre, bande de vilains, vous avez raté la partie un petit peu de nostalgie où on a parlé de l'enfance d'Anaïs. Ne vous inquiétez pas, là j'ai envie de dire c'est le moment le plus croustillant puisqu'on va parler de votre actu. Alors Anaïs, vous avez sorti le 1er octobre votre livre Pour quelques minutes de célébrité aux éditions Anne Carrière. C'est un livre qui fait beaucoup de bruit dans le milieu de l'audiovisuel parce que justement vous romancez la vie de Julia Bouvier, votre héroïne, jeune journaliste qui se lance dans la télévision mais qui se rend très vite compte que la télé, c'est pas tout à fait ce qu'elle avait imaginé. J'ai entendu dire dans une interview que votre roman, a priori, s'inspirait 70% de la vie réelle. Mais justement, où s'arrête le réel et où commence la fiction? Alors, en fait, j'ai eu envie de raconter un peu mon histoire, mes 17 ans de carrière à la télévision. Pendant toutes ces années, j'ai pris des notes. Dès que j'étais confrontée à une situation un peu cocasse, face à un animateur à l'ego surdimensionné, quand je croisais des rédacteurs en chef complètement loufoques, etc., je prenais des notes. Et puis, à un moment, je me suis dit, il faut que j'en fasse quelque chose et j'ai envie d'en faire un roman. Pourquoi j'ai choisi le roman plutôt que le témoignage simple? Parce que je n'avais pas de compte personnel à régler, je n'avais pas du tout envie de mettre des noms sur les situations. Ce qui m'intéressait, c'est de dénoncer certaines pratiques du milieu et qui étaient d'ailleurs pas faciles à vivre pour une jeune recrue que j'ai forcément été à un moment de ma carrière. Et alors, est-ce qu'aujourd'hui, 2 mois après la sortie de votre livre, voire même un peu plus, vous avez eu des retours sur des professionnels de l'audiovisuel qui vous ont peut-être critiqué, voire limite tourné le dos après ce livre? Avant la sortie du livre, quand on a commencé à dire que le livre allait sortir, que Julia Inside TV, parce que ça a d'abord été aussi une présence via un blog. Oui, à partir de juin 2015. Voilà, à partir de juin, les gens se demandaient qui était Julia Inside TV, donc la personne derrière le blog, et de qui elle pouvait bien parler. Certains pensaient se reconnaître, et quand ils ont su qu'un livre allait sortir, ils ont crié au loup et se sont dit qu'on allait les reconnaître. Très vite, ils se sont rendus compte que c'était un roman, que c'était donc ultra romancé. Mais évidemment, les personnes qui ont vécu les situations que je décris dans le roman, les émissions que je décris, les situations que vit Julia, forcément, ceux qui les ont vécues se reconnaissent et savent de quoi je parle. D'accord. Justement, votre livre, même s'il est sorti assez récemment, il est aussi aujourd'hui considéré un petit peu comme un tireur d'alarme du milieu de la télévision, comme ont pu l'être avant Le Diable s'habille en Prada pour le milieu de la mode ou bien 99 francs pour la publicité. Vous leur dites quoi aux personnes justement qui disent ça?
Je me dis que c'est pas mal parce que ce sont des petits milieux, que ce soit le milieu de la mode, le milieu de la pub, le milieu de la télé, c'est des milieux de l'entre-soi où on vit vraiment dans un microcosme un peu déconnecté de la réalité et parfois il faut reprendre prise avec la réalité. Moi, je suis aussi professeure de journalisme et quand je vois les jeunes étudiants se lancer dans ces métiers qui ne sont pas toujours roses, où il est très difficile aujourd'hui d'exercer en toute liberté, on parle beaucoup de liberté d'expression et c'est quand même très compliqué en télé de faire ce qu'on veut quand on sait qu'il y a le poids de la pub. On est obligé de composer avec les idées reçues des uns et des autres. Sur les reportages qui sont souvent très préécrits et très contrôlés. C'est vrai que j'ai eu envie de rendre compte d'une certaine réalité de l'envers du décor. Comme sans doute l'écrivain de Diab Sabian Prada a voulu décrire le milieu de la mode. C'est Lorraine Weisberger, pardon, juste, je tiens à le préciser, c'était l'assistant de rédac chef de Vogue US. Et pour 99 francs, on le connaît, c'est Frédéric BPD, qui a travaillé pour des agences de pub comme BBDO, TBWA ou encore Young & Rubicam. Oui, alors moi je voulais vous demander en fait, parce qu'on est beaucoup je pense que c'est un effet de mode aussi en ce moment, on veut beaucoup se lancer dans la com, dans tout ce qui est métier de la création, tout ce qui est créatif. C'est des métiers qui sont très chronophages, comme vous le décrivez très bien dans votre livre et sur votre blog. Justement, quel conseil vous donnez à vos étudiants maintenant en fait pour se protéger en fait de ce rythme infernal et de cette pression qu'on nous met souvent? Je leur dis souvent que la télé, c'est que de la télé et qu'il ne faut pas y laisser sa vie. C'est-à-dire que je pense que quand on démarre à la télévision, on est un peu obligé de faire le dos rond. On va essayer de ne pas vous donner, par exemple, vos droits d'auteur sur les sujets, parce qu'aujourd'hui, les producteurs et les animateurs essaient de gratouiller un peu partout pour arrondir leur fin de mois, alors que, par exemple, les droits d'auteur, c'est un dû pour le journaliste qui fait le reportage, etc. Donc, je pense qu'au début, on va faire le dos rond, mais petit à petit, il faut quand même apprendre à défendre ses droits et à ne pas se laisser marcher sur les pieds. Mais je pense que, comme les places sont chères, et puisque beaucoup de gens rêvent de travailler dans ce milieu de paillettes, au départ, on se donne un peu à fond et on va faire les horaires de dingue que ce métier implique. Mais très vite, quand on a fait ses preuves, il faut apprendre à se faire respecter. Voilà. Même si on dit que personne n'est indispensable et que tout le monde est remplaçable, si réellement vous êtes investi et vous êtes devenu un maillon essentiel d'une boîte de prod, on saura vous respecter. En tout cas, moi, sur mes dernières années de carrière, je me faisais respecter. Et je faisais plus d'horaires de fou, je rentrais à des heures convenables. C'est bon à savoir. C'est ça. Donc en fait, le principal de votre actualité en ce moment, c'est vraiment le livre, le blog. Vous êtes également donc chroniqueuse radio sur Sud Radio. Ouais. Vous êtes aussi donc sur Télé 2 Semaines. Vous avez plein de casquettes. Donc moi, franchement, ça m'impressionne. Je voulais juste savoir votre petit secret pour tenir debout encore. Alors, je ne me mets rien dans le nez, contrairement à certains personnages pour quelques minutes de célébrité. Non, je ne sais pas, je crois que j'ai toujours eu beaucoup d'énergie et une faculté à m'ennuyer très facilement. Donc, je ne sais pas, je produis beaucoup d'écrits très facilement, en fait. Je ne sais pas, je travaille beaucoup, j'ai toujours été comme ça. Et tant mieux. Bah ouais, j'ai pas franchement de secret, non. Je bois du jus d'orange le matin, c'est à peu près tout. Une hygiène de vie, ouais. Je fais pas de sport. Dormir, je pense en fait. Non, alors oui, en revanche, je me couche très tôt. D'accord. Je me couche très tôt et je me lève plutôt tôt. Bah, vous avez de la chance, voilà, rythme de vie tranquille. Alors par contre, moi j'en connais certains, ils sont carrément électrifiés, ils sont tout le temps n'importe où, à faire n'importe quoi, on entend parler de partout, vous les connaissez sûrement, il s'agit des One Direction, on les connaît tous, on les aime ou on les aime pas, mais ça on s'en fout. Nous on va les passer tout de suite sur Studek Web, un bon moment avec Story of My Life. Montre-moi ta geek. Alors, vous l'avez vu, Anaïs, la technique, des fois, on a des petits problèmes sur Studek Web. Mais c'est partout pareil, je vous rassure. Voilà, mais quand même, il y a un truc, vous pouvez être sûre et certaine qu'il est calé dessus. C'est Paul qui est en face de vous. Bonjour. Il est calé en culture geek, c'est impressionnant. Et alors aujourd'hui, on lui a demandé de ne pas partir dans les frasques de d'habitude parce qu'il nous explique normalement l'histoire geek. Donc aujourd'hui, on a décidé de rendre ça accessible et il a envie de vous faire plaisir, je crois. Exactement. Bon alors, vous, ce qui vous passionne, c'est la télévision, on l'aura bien compris. Mais avec un téléviseur, eh bien, on peut faire plus que regarder la télévision. Et oui, on peut jouer aux jeux vidéo. Vous
l'attendiez les filles, je le savais, ça fait un moment. Et justement, c'est bien parce que l'émission est en majorité composée par des femmes, bonjour mesdames, que j'ai fait une petite sélection pour vous. Alors, qu'il est évident, hein, bien sûr que hommes comme femmes peuvent jouer au même jeu. Je ne cherche pas à faire la polémique, mais bon, si vous voulez commencer par certains jeux, je vais vous en présenter quelques-uns. Alors déjà, forcément, une question me vient. Anaïs, est-ce que vous jouez ou est-ce que vous avez déjà joué à quelques jeux vidéo? Ouais, je suis contrainte de jouer parce que j'ai un fils qui va avoir 10 ans. Ah oui, Donc, ça va commencer là. Il m'arrive le dimanche de me retrouver sur des jeux. Vous êtes sur quel genre de jeu? Justement, j'ai failli donner un nom et je me suis dit, on va me dire quelle mère indigne de me laisser jouer à un truc moins de 18, je crois. C'est GTA 5. Ah oui, à 10 ans. Oh là 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 là. Non, mais alors lui, je vous explique. Lui me dit, c'est génial parce que je peux customiser des voitures. Il n'a pas du tout compris que le bonhomme allait dans des boîtes de striptease et tout ça. Oh, c'est pas tant les boîtes qui sont gênantes dans le jeu. On conduit les bagnoles, c'est génial. D'accord. Bon, alors on va tout de même faire un petit inventaire, je vais y arriver moi aussi, un petit inventaire de jeux pour vous. Allez, on est parti. Je ne pouvais pas passer à côté des Sims. Et les Sims, qu'est-ce que c'est quoi que cette chose? J'adore ce thème. Eh bien, c'est un jeu de construction, gestion et simulation de vie. Alors concrètement, vous créez votre personnage de la tête aux pieds en passant même par ses traits de caractère. Vous pouvez même créer une famille complète si vous le voulez. Et par la suite, ceux ou ces personnages, vous pouvez les installer dans une maison, soit que vous avez construite vous-même, soit qui est déjà faite et vous les installez tout simplement dedans. Alors une fois cela fait, eh bien, vous allez devoir faire survivre vos personnages qui s'appellent des Sims. Et oui, voilà le nom du jeu, pourquoi et du comment. Et les Sims, ils sont débiles, hein. Il faut tout leur dire, faut leur dire d'aller aux toilettes, leur dire de manger, leur dire de prendre leur douche, de dormir. C'est un jeu de jacadie en fait, vous faites ça. Donc au fil de leur vie, ils pourront aussi travailler, avoir des enfants et bon bah forcément au bout d'un moment on meurt, mais c'est pas forcément le but du jeu principal. Bon, si vous souhaitez jouer à Dieu avec vos Sims, il vous suffit d'acheter les Sims, le dernier étant sorti en septembre 2014 et c'était le 4 et ça se joue sur PC. Et il y avait surtout un dialecte de dingue. Il répondait au téléphone, il faisait comme on là. Oui. Exactement. Et pour alors, dire, le Sims de mon fils est mort dans un placard. Je crois qu'on a oublié de le nourrir. Parce qu'en fait, quand on a marre de son Sims, on pouvait aussi l'enfermer, mettre des murs, le mettre dans la piscine, enlever l'échelle, ou alors l'emmurer. C'est horrible. Vous êtes sadique, c'est horrible. On va continuer. Donc, on va partir cette fois-ci sur une console de salon. C'est la Wii U de Nintendo. Et est-ce que vous connaissez Oui, ça vous dit quelque c'est chose? Mario. Voilà, Super Mario Bros. Donc vous voyez un petit peu à quoi ça correspond comme type de jeu. Je parle du tout premier. Hein. Ah oui, tout à fait. Donc voilà, on voit un petit bonhomme en 2D qui doit avancer vers la droite tout le temps, hein, jamais vers la gauche, c'est vers le futur. Et sauf que sur le chemin, il y a des obstacles, des trous et des ennemis. Et sauf que ça, c'est pas assez sympa pour vous, je me suis dit. Alors je vous propose le même principe, mais avec Yoshi. Et Yoshi, eh bien, c'est un petit dinosaure tout mignon. Mais le jeu que je vous conseille, c'est Yoshi's Woolly World. Et là, c'est le comble de la mignonitude. Oui, je suis obligé d'inventer des mots tellement c'est mignon. Parce que tout le jeu est fait en laine. Les personnages sont en laine, les décors sont en laine, et même les ennemis sont en laine, ils sont mignons. Et la musique qu'on entend, elle est mignonne aussi. Il y a tout qui est mignon, alors allez-y, jouez. Qu'est-ce que vous attendez? Il me semble que c'est le copain de Mario en plus, non? Exactement. On le retrouve dans Mario Kart, Ils font des œufs et ils portent Mario de temps en temps. Merci mon Paul. Maintenant, c'est notre journaliste, très cher journaliste Cassandre. C'est un petit peu plus sérieux qui va échanger avec vous, Anaïs, pendant un petit instant. Alors sérieux, je sais pas. Mais alors bonjour Anaïs, bonjour. Merci d'accepter l'invitation. Moi je voulais m'amuser un peu et je vous propose une interview dans ma tête. Je l'ai appelée comme ça parce que ça me plaît. D'accord. Une petite introspection. Dans la mienne, vous voulez dire? Oui, dans votre tête à vous. D'accord. Une petite introspection avec des questions-réponses et vous me répondez du tac au tac. Voilà. Allez. Alors, première question, le moment où vous vous êtes dit là, ça va trop loin. Celui que je décris dans mon livre où j'avais j'ai perdu le mot. Aidez-moi. Télévision. J'étais rentrée dans une secte. D'accord. Ah oui. Ah oui. Intégrer une secte. Voilà, j'ai intégré une secte pour les besoins d'un reportage et j'avais très très bien fait mon travail et ce reportage a été boycotté parce que quelqu'un qui travaillait dans l'émission était impliqué dans ce mouvement charismatique. Et là, je me suis dit, ça va trop loin. On me boycotte de façon inadmissible. Quelle secte? C'était un mouvement charismatique chrétien.
D'accord, Voilà, ok. de type Opus Dei pour tout. Oui, vous que dire. d'ailleurs, vous avez décrit dans votre livre, c'est un passage qui est très poignant, puisqu'en fait, vous le décrivez vraiment en détail. Est-ce qu'au moment de l'écrire, vous avez eu l'impression de le revivre à nouveau, ou alors est-ce que vous nous avez à nous-mêmes épargné quelques douleurs que vous avez pu vivre au moment, justement, où vous avez été baptisé? Non, alors attention, ça c'est romancé. Typiquement, ça c'est romancé, Ok. c'est-à-dire que je me suis servie d'une séquence dont on m'avait parlé et j'ai fait comme si mon personnage la vivait. D'accord. Voilà. Mais en fait, c'était mon témoin qui l'avait vécu seul. Voilà. Néanmoins, je suis rentrée dans cette secte avec mon caméraman pendant plusieurs semaines. Et on a vraiment joué avec le feu. Ça a été très, très, très compliqué voilà, de ne pas être démasqué, d'accepter de voir des gens se faire maltraiter, manipuler. C'était assez compliqué. Et peut-être de ne pas se faire retourner la tête au passage? Non, parce qu'on était tout à fait conscients de ce qui se passait. Mais c'est vrai qu'on avait envie de tous les sortir et de les emmener avec nous, quoi. Alors, rien à voir, mais l'émission actuelle ou non que vous préférez? Je danse avec les stars. C'est léger, c'est mignon. C'est sympa, voilà. On s'amuse, c'est un pur divertissement et voilà, j'aime bien. La musique que vous pouvez écouter en boucle? Les Eagles, parce que ça me rappelle la Californie. Voilà. Si je vous dis radio ou télé? Radio, de loin. Parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est un média qui reste relativement libre, beaucoup plus que la télévision. Et vous pensez pas aussi que c'est un petit peu justement ce que vous avez vécu, les petites horreurs quand même que vous avez vécues au quotidien, qui influencent aussi cette réponse plutôt radio que télé? Oui, je pense qu'aujourd'hui, pour être un journaliste épanoui, en radio ou bien même sur le web, pour retrouver toute sa liberté, c'est peut-être l'endroit idéal pour travailler. Voilà. D'accord. Votre moment télé culte? Je me souviendrai toujours d'un reportage Confessions intimes que j'ai réalisé et qui a été rediffusé 1 milliard de fois, qui s'appelait Ma mère est une gamine. Et en fait, c'était une mère qui était tombée amoureuse du meilleur ami de son fils qui avait 20 ans et qui du coup ne foutait plus rien à la maison et les enfants devaient tout faire eux-mêmes, etc. Et on est arrivé chez cette femme et on est arrivé dans l'appartement, on a posé la caméra et on pouvait aller boire un verre. En fait, il n'y avait rien à faire. C'est-à-dire qu'en fait, elle était à califourchon sur son mec en train de lui rouler des pelles et derrière, il y avait la petite de 7 ans qui étendait le linge. Et qui faisait absolument toutes les tâches ménagères. Et donc voilà, là c'est typiquement quand vous me demandiez tout à l'heure est-ce que Confession est truquée, ben non, très souvent on n'a qu'à poser la caméra et ça roule tout seul. Ça fait peur en fait. Ouais. Ouais, c'est effrayant. Ça fait très très peur. Le pays où vous aimeriez vivre? Bah, j'aimerais retourner vivre aux États-Unis. Ouais, je me doutais de la réponse. Ouais. Le ou la journaliste qui vous fascine? Anne Sinclair. Voilà, c'est vraiment une journaliste que j'ai beaucoup admirée à l'époque où elle présentait 7 à 8 et c'est quelqu'un que j'aimerais rencontrer. Et vous en parlez justement dans votre livre. d'Anne Sinclair? Oui, Ah il me semble. Justement, Ah oui, Julia dit que quand elle a commencé, elle se rêvait déjà être à la place d'Anne Sinclair. Ah, je la trouvais hyper élégante. Et puis, ma maman, en fait, travaillait, pour l'anecdote, pour Annie Blatt, qui était une grande entreprise de fil à tricoter. Et Anne Sinclair est devenue célèbre pour ses pulls en angora. Et en fait, c'était ma maman qui était derrière tout ça. Une émission actuelle qui n'a pas lieu d'être sur les écrans? Parce qu'elle m'a fait pousser un énorme coup de gueule pendant les attentats, je dirais 66 minutes. Pourquoi? Parce que cette émission a osé diffuser un reportage, des images voilà, très violentes d'intervention des pompiers sur le lieu sur l'un des lieux des attentats, et on voyait effectivement les morts allongés par terre, le frère d'une victime qui demandait si sa sœur allait survivre et on lui répondait que non. Enfin, c'était atroce, et je pense que la déontologie journalistique a ses limites et que en l'occurrence il fallait pas diffuser ces images, et je trouve que c'est typiquement les abus de la chasse à l'audience. Donc 66 minutes m'a énormément déçue, et en même temps je trouve que ça correspond tellement au cahier des charges de ce type d'émission en général, et en plus c'était des images qui devaient être diffusées dans une énième émission de la TNT consacrée aux poursuites, ces émissions d'action, vous savez, qui sont consacrées aux flics, aux pompiers, à la BAC, et qu'on enquête voit exclusive, etc. Voilà, enquête d'action, enquête de je sais pas quoi. Voilà, typiquement c'est plutôt ces émissions-là que je n'aime pas, mais
66 minutes à jouer ce jeu-là, à récupérer ces images sans aucune déontologie. J'ai trouvé ça minable. On parle d'attentat là justement, et c'est justement le thème qui est abordé dès les premières pages de votre livre. C'est à ce moment-là le 11 septembre, et on raconte justement que le 11 septembre se passe et l'héroïne apprend que, de la part de sa productrice, que l'émission risque d'être annulée, et au final la productrice a une idée. Elle dit Julia, tu vas aller me chercher un témoin, etc. et on va faire une émission spéciale. Est-ce que ça s'est réellement passé? Ça s'est réellement passé. Je travaillais pour une émission sur une grande chaîne nationale le 11 septembre et j'étais responsable de la programmation de cette émission, et à 15h les tours jumelles se sont effondrées. Et effectivement, ça devait être la première de l'émission, et la question s'est posée de qu'est-ce qu'on fait des invités qui sont en loge, qu'est-ce qu'on fait ce soir, est-ce qu'on fait une émission spéciale? On ne savait pas à cette heure-là si c'était un attentat ou pas. Enfin, il y avait eu le premier avion venait de s'écraser, donc on n'était pas encore complètement sûr que c'était un attentat. Et finalement, on a décidé de faire une émission spéciale. D'accord. Mais j'ai vu effectivement les producteurs s'arracher les cheveux en disant putain, les cons, pourquoi ils ont fait un attentat le jour de notre première, ils vont tout nous gâcher. Voilà. Donc les préoccupations personnelles de ces petites boîtes de prod étaient plus importantes que l'horreur qui se passait de l'autre côté de l'Atlantique. Et c'est vrai que c'est dans ces moments-là que je me sentais pas toujours à ma place. Je me disais mais ils sont fous quoi, je vis avec des fous. Voilà. Alors moi j'ai envie de vous prouver qu'à la radio on se préoccupe d'abord des gens qu'on reçoit autour de nous. Si je vous fais écouter ça. Ça vous fait chavirer? Oui. Ça détend, ça détend. Et d'ailleurs, vous savez que dans quelques instants, après je dis ça, je dis rien, et ça se détend complètement sur Studek Web, ça part limite un petit peu en vrille, parce qu'il y a une nana qui va prendre ma place, qui s'appelle Margot. Bonjour Margot. Bonjour Margot. Oula, si j'allume mon micro, c'est mieux. Ce sera Bonjour mieux. Anaïs. Alors justement, pour prendre notre place, qu'est-ce que tu as prévu? Alors moi, je vous ai prévu plein de choses, mais surtout on va parler de la bière. Tout ce que vous ne savez pas sur la bière, restez avec nous. Anaïs, ça vous tente la bière? Apéro. Je suis pas très alcool, mais bon. Là, ça se voit pas, hein. Ça a des bienfaits. Je vous dis tout. Dans tous les cas, merci beaucoup Anaïs. Merci de m'avoir reçu. Et puis on se retrouve très vite, j'espère. Dans Je dis ça, je dis rien. Tout de suite, Thomas Dutronc sur Studek Web.